Nous vous proposons cette petite vidéo pour tenter de clarifier les intentions des nouveaux programmes de physique-chimie au sujet de la construction progressive du vecteur vitesse, puisque certaines nouvelles orientations semblent avoir été mal interprétées. Depuis la parution des programmes, on entend même parfois « ils ont changé la définition du vecteur vitesse ». Évidemment, ce n'est pas le cas. Le débat s'est cristallisé autour de l'abandon apparent de la méthode dite centrée pour approcher la construction du vecteur vitesse instantané. Et on entend aussi parfois, avec une nouvelle méthode, le vecteur vitesse tracé à partir de points expérimentaux n'est plus tangent à la trajectoire. C'est vrai, mais ça ne l'était pas davantage avec la méthode dite centrée que nous utilisions jusque-là. Alors, comment approcher graphiquement le vecteur vitesse ? Le terme approcher a une grande importance ici puisqu'il faut rester conscient que le vecteur vitesse est défini par une dérivée et qu'il est donc inatteignable expérimentalement. Les physiciens ont pour habitude de proposer une méthode dite centrée ou symétrique qui tient compte, pour approcher la vitesse à une date t, de la position du point à l'instant juste avant et à l'instant juste après. C'est juste une méthode parmi d'autres qui a ses avantages et qui ne devient pas désuète du jour au lendemain du fait des nouveaux programmes. Mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. En classe de seconde, et pour des raisons que nous allons développer, le programme privilégie une autre méthode, dite à droite, ou du point d'après, ou encore mi plus 1. Le but est de faire le lien entre la vitesse et le vecteur déplacement. C'est assez logique du point de vue de la physique. Quand je me déplace du bureau à la cuisine, je ne tiens pas compte de l'endroit où j'étais avant le bureau. Mais c'est aussi en cohérence avec la définition de la dérivée en mathématiques. Revenons rapidement sur ce que disent vraiment les programmes. En seconde, il est question d'approcher le vecteur vitesse, et cette approximation est assumée. Le fait d'utiliser un point et le suivant va permettre de se rapprocher de la définition de la dérivée que les élèves verront, pour certains, en première. Quant au problème du vecteur obtenu, qui ne serait pas tangent à la trajectoire, il ne se pose pas en seconde, car seuls les mouvements rectilignes sont au programme. Dans la capacité numérique de la classe de seconde, cette contrainte n'est pas précisée et éventuellement pourra dépasser, dans le cas d'une étude numérique, cette méthode préconisée au sujet du déplacement. En classe de première, il n'y a pas d'évolution majeure dans la construction du vecteur vitesse, mais on fait le lien avec la somme des forces. On remarquera d'ailleurs qu'on ne cherche pas à induire la collinéarité entre la somme des forces et la variation du vecteur vitesse comme on a pu le faire dans le passé, mais juste à l'utiliser. En termes plus simples, la collinéarité entre ΔV et F n'est pas à faire découvrir, mais à utiliser, par exemple, pour montrer qu'expérimentalement, la méthode centrée donne de meilleurs résultats. Remarquons aussi qu'il n'est plus question ici de positions successives, mais d'instants voisins, ce qui laisse la possibilité d'utiliser la méthode centrée. Nous reviendrons un peu plus sur cette notion de voisinage et nous la mettrons en lien avec la qualité de l'approximation. En terminale, le passage à la dérivée que l'on a préparé progressivement en seconde et première est effectif, mais la question du tracé de vecteur vitesse ou du vecteur accélération à partir de positions particulières reste posée. Et la méthode centrée, vue en classe de première comme plus précise, pourra à nouveau être utilisée pour mieux s'approcher de la vérification de la seconde loi de Newton. Que faisions-nous vraiment avant lorsque nous utilisions la méthode centrée ? Nous tracions un vecteur vitesse collinéaire à un vecteur déplacement, tenant compte du point d'avant et du point d'après. Mais c'était un vecteur vitesse moyenne. Et ce n'était pas non plus, a priori, un vecteur tangent à la trajectoire, sauf dans le cas de mouvements particuliers, par exemple, mouvement rectiligne ou mouvement circulaire uniforme. Cette petite animation ici montre bien que tant que ΔT n'est pas proche de 0, le vecteur tracé par cette méthode n'est pas tangent à la trajectoire. On peut facilement utiliser une animation GeoGebra pour s'en convaincre et l'illustrer. Regardons maintenant les avantages de la formulation du programme qui, nous le rappelons, n'est pas en contradiction avec la méthode centrée. Elle permet d'abord de construire le concept essentiel en cinématique de vecteur déplacement et de faire le lien entre ce vecteur vitesse et le vecteur déplacement, c'est-à-dire donner du sens à la vitesse en faisant le lien avec la façon dont le point se déplace. Cette reformulation fait également sentir que le vecteur instantané n'est atteignable que si les deux points se rapprochent énormément l'un de l'autre. Et surtout, elle prépare la construction de la dérivée que les élèves verront en première en mathématiques. Les notations mathématiques et physiques deviennent très proches et l'élève pourra donner du sens au concept de dérivée. C'est donc bien pour se rapprocher des mathématiques que ce choix a été fait. Évidemment, il y a un inconvénient, et c'est ce qui concentre
les inquiétudes. L'approximation lors d'études expérimentales sera moins bonne qu'avec la méthode centrée. Pour le justifier, il faut faire 2 développements de Taylor, de la position à t plus delta t et t moins delta t, puis exprimer les vitesses approchées par les 2 méthodes. La méthode MI plus 1 va donner une approximation d'ordre 1, alors que la méthode centrée donnera une approximation d'ordre 2 et sera donc meilleure. Donc expérimentalement, oui, si on veut s'approcher au mieux de la dérivée, la méthode centrée sera préférable. Dans la formulation du programme, on parle d'instants voisins. Quel est le critère qui définit des instants voisins ? Alors pour répondre à cette question, il faut écrire le développement limité de x à t plus delta t et pouvoir négliger le second ordre devant le premier. Ceci revient à dire que la durée delta t doit rester faible devant le rapport entre la vitesse et la dérivée de la vitesse, et donc que l'accélération ne doit pas être trop grande. Une autre façon de le dire consiste à indiquer que pendant cette durée, delta t, la variation relative de vitesse doit être très faible. Bien évidemment, ces considérations sont à réserver aux enseignants. Concrètement, en classe, que va-t-on faire ? Eh bien, le vecteur va être approché et il faut l'assumer. Tout comme il faut assumer que le vecteur vitesse qui va servir à approcher le vecteur vitesse instantanée n'est pas tout à fait tangent à la trajectoire, et ce n'est pas grave pour un mouvement rectiligne. Ce vecteur sera d'autant plus proche du vecteur instantané que m' sera proche de m. Si on veut améliorer l'approximation, en particulier dans le cas de calcul numérique, on pourra utiliser la méthode centrée, mais en étant toujours conscient que l'on ne peut pas écrire de signe égal entre le vecteur tracé et le vecteur vitesse instantané. Cette amélioration n'a pas a priori vocation à être abordée en classe de seconde. En première, la dérivée est construite en mathématiques comme un passage à la limite d'un taux de variation. Le lien est fait explicitement avec la tangente et le terrain est donc préparé. On peut d'ailleurs observer que la vitesse instantanée est explicitement mentionnée dans le programme de mathématiques comme dérivée. Il est donc cette fois possible d'assumer l'approximation dans le cas de points expérimentaux puisque la limite est inatteignable, en faisant comprendre que seul ce passage à la limite permettrait d'avoir un vecteur tangent. Cependant, l'enjeu de la première n'est pas d'ajouter des informations à la construction du vecteur vitesse, mais à faire le lien entre la variation du vecteur vitesse, lui-même approché, et la somme des forces. De la même façon, les élèves doivent pouvoir comprendre que la méthode centrée donnera de meilleurs résultats et qu'on aura donc intérêt à l'utiliser si l'on souhaite tester, comme le préconise le programme, le lien entre variation du vecteur vitesse et somme des forces. Dans cet exemple simple de calcul numérique, on peut voir que l'approximation est bien meilleure avec la méthode centrée, qui conduit au vecteur figuré en bleu et vert, qu'avec la méthode MI plus 1, qui donne les vecteurs violets et rouges. Finalement, en cours, voici ce qu'on peut proposer. La méthode centrée n'est pas nécessaire en classe de seconde. Elle peut être introduite en classe de première si on cherche à améliorer l'approximation, mais l'introduction et la construction de la vitesse resteront faites avec le vecteur déplacement. Plus de problème en terminale puisqu'on dispose de la dérivée. En pratique, pour tracer des vecteurs vitesse à partir de positions expérimentales, on peut se contenter en seconde d'une méthode utilisant le déplacement, sauf si, en fonction du niveau de la classe, on choisit d'aborder des cas non rectilignes. En première, les élèves doivent pouvoir percevoir que la méthode centrée est supérieure lorsqu'il s'agit d'améliorer l'approximation. Idem évidemment en terminale. Mais n'oublions pas l'essentiel sur l'ensemble des 3 années pour cette partie mouvement et interaction. Ce n'est pas la construction du vecteur vitesse, mais il s'agit bien de faire dialoguer la description du mouvement, pour laquelle le vecteur vitesse joue un rôle essentiel, et la modélisation des actions, dialogue permis par la première et la deuxième loi de Newton.